Bienvenue sur le webinaire Italie. Je suis en présence de Marianne de Italy by Locals qui va vous présenter du coup l'Italie hors saison. Avant de commencer et de laisser la parole à Marianne, je vous rappelle quelques petits points. Donc déjà dans un premier temps, est-ce que vous nous entendez et est-ce que vous nous voyez? Vous pouvez discuter avec nous dans le petit chat en bas de l'écran et nous verrons ce que vous pouvez nous dire. Donc voilà. Bonjour, Ambre, super, son image ok. Bon, bah, c'est déjà bien. Avant de commencer, je vous rappelle également deux petites choses. Donc, le webinaire est enregistré. Donc, si vous avez des problèmes de connexion en cours de route ou quoi que ce soit au niveau du son, de l'image, etc., ne vous inquiétez pas. Tout est enregistré. Donc, Marianne vous enverra le replay. Également, donc vous avez un mode question-réponse. Donc en bas, vous voyez un petit point d'interrogation dans le chat. À partir du moment où vous posez une question, Marianne répondra à vos questions du coup à la fin de sa présentation. À la fin de sa présentation et vous pourrez donc avoir toutes les réponses une fois qu'elle aura fini. Alors je vois que Anne-Sophie n'a pas de son, pas d'image. Anne-Sophie. Alors, le problème, pas de son, pas d'image, je vais devoir le écrire. Bon, je verrai avec elle après. Est-ce que d'autres personnes sont dans le cas de Anne-Sophie? J'ai rechargé, c'est bon. Ah, parfait, Anne-Sophie. Bon, bah super, bienvenue. Du coup, pour tous ceux qui n'ont pas de son, je m'en occupe après. Donc moi, je serai l'assistante technique de Marianne. Donc je vais pouvoir vous aider dans le chat pour réactiver du coup le son et l'image. Donc soit vous changez de navigateur, soit faut réactiver la page. Il se peut qu'il y ait des pop-up qui bloquent la page et donc il faut les accepter. Bah écoutez, pour moi j'ai fini. Je vais laisser la parole à Marianne et puis je vous laisse en bonne main pour une formation en Italie. Merci. Bonjour à tous, je suis Marianne d'Italy by Locals. Notre agence est spécialisée dans les voyages sur mesure dans toute l'Italie. Et j'ai donc choisi aujourd'hui de vous présenter l'Italie hors saison. Pour deux simples raisons. La saison de cette année commence maintenant, donc quasiment déjà en hors saison pour le tourisme en Europe. Et parce que l'Italie offre un très grand nombre de possibilités pour la saison qu'on appelle hors saison. Donc, je vais commencer. Pardon. Donc, j'ai préparé cette présentation et je l'ai divisée en quatre sections pour et contre les activités à proposer en hors saison et les régions où on peut effectuer ces activités. Et enfin, un point rapide sur l'Italie et le Covid, en tout cas actuel. Donc, pour et contre, alors banalement et un peu partout, en hors saison, les tarifs sont inférieurs et on rencontre moins de monde. Donc, c'est le gros avantage de voyager en hors saison. Et dans cette période, c'est aussi ce que recherchent beaucoup les voyageurs, puisque on commence à recevoir déjà de nouvelles demandes et les gens cherchent beaucoup de voyages hors des sentiers battus justement pour éviter la foule. On sent qu'il y a moins de demandes pour les visites de villes comme Venise ou Rome parce que les gens préfèrent éviter trop de contacts. Les inconvénients de voyage hors saison, donc évidemment la météo est plus variable, même en Italie. Dans le sud, on a un climat beaucoup plus doux qu'au nord, mais ça ne veut pas dire qu'il pleut pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer une semaine de gris. En hiver, on a aussi moins d'activités proposées parce que tout ce qui est notamment les activités organisées pour les groupes sont moins disponibles et toutes les activités liées à la météo, donc les sorties en bateau, les snorkeling ou choses de ce type, évidemment en hiver on ne peut pas les proposer. Les monuments et sites culturels peuvent être un peu moins accessibles parce que en hiver, donc ils sont fermés le dimanche, certains sont fermés le dimanche, ou certains monuments sont ouverts uniquement le matin. Ça, c'est des choses qu'on peut facilement adapter dans un programme. Et enfin, ce qui souvent bloque le tourisme en hiver en Italie, c'est qu'il y a moins de vols directs. Mais puisque en cette période, les gens demandent de plus en plus de venir en train ou encore pour
pour les voyageurs venant de France, on a de plus en plus de demandes en voiture, ça peut ne plus être un inconvénient. Donc ça, c'était rapidement pour les pour et contre. Donc maintenant, je voulais présenter les activités possibles en Italie en hors saison. Donc on a des activités sportives, sport de montagne ou autres sports. Donc pour ce qui est des sports de montagne, évidemment l'Italie, comme la France, a les Alpes. Donc je ne parlerai pas des Alpes parce que c'est assez connu, inutile de revenir dessus, mais plutôt des autres montagnes qu'on connaît un peu moins, parce qu'en fait de la Toscane jusqu'à la Sicile, on peut aussi pratiquer des sports de montagne, notamment les sorties en raquettes, en ski de fond, et dans certains endroits, on peut aussi faire du ski alpin. Pour ce qui est des autres sports, en hiver en Italie, on peut encore pratiquer un certain nombre d'activités, vu que la météo est assez clémente en général. Il y a un grand nombre de golf disponibles sur tout le territoire. On peut encore faire des sorties équitation pour découvrir le territoire, des sorties en VTT ou encore de la randonnée. Les autres activités que l'on peut proposer en Italie en hors saison, qui sont comme activités non sportives, donc j'ai fait une petite liste. Donc on peut faire des vacances thermales en Italie. Il y a des thermes naturels du nord au sud. Profiter aussi de la saison hiver pour participer à des événements qui se déroulent surtout l'hiver. Il y a beaucoup de fêtes de patrons des villes qui sont importantes en Italie. Ça permet de voir un petit peu la culture, de participer à ces événements un peu folkloristiques. Carnaval, il n'y a pas que Venise qui fête son carnaval. Il y a beaucoup de villes en Italie qui fêtent le carnaval et qui ont des grands événements assez importants, au moins localement, qui sont peu connus mais qui ont un intérêt certain. Ensuite, bien sûr, la période hors saison couvre aussi toute la période de Noël. Et en Italie, il y a beaucoup d'endroits où, à partir du fin novembre, début décembre, jusqu'au début janvier, on organise des marchés de Noël, des crèches vivantes, des décorations des villes. Et enfin, on peut participer aussi aux activités de la vie locale, beaucoup liées à l'agriculture, parce que le hors-saison, donc octobre, novembre, même décembre, c'est des périodes de récolte des olives. On fait la récolte tardive, la récolte des agrumes. Tout le sud de l'Italie, surtout la Sicile, produit beaucoup d'oranges, de citrons, mandarines, ou même recherche des champignons. Donc ça, c'était pour faire un peu une liste des activités qu'on peut proposer en général en Italie en hors saison. Et donc maintenant, je vais vous les présenter un petit peu région par région pour vous donner des idées. Comme je disais, j'ai volontairement ignoré le nord. Je pars de la Toscane. Dans le nord de l'Italie, on le sait, on peut aller skier dans les Alpes, skier dans les Dolomites. On peut très bien passer un week-end à Venise ou à Milan, mais ça, c'est des choses qu'on peut faire toute l'année. J'ai pensé que c'était pas utile d'en reparler en cette occasion. Et donc, je commence par la Toscane pour des activités donc à proposer, pour des voyages à partir de novembre jusqu'à février. La Toscane a une spécialité, et parmi tant d'autres, mais une des spécialités peu connues de la Toscane sont les truffes blanches de San Miniato. San Miniato, c'est près de Florence. Et il est possible de participer à la recherche des truffes avec des experts, bien sûr, le chien. On peut aussi participer à d'autres sorties à la recherche de champignons sur une autre montagne de Toscane, le mont Amiata, qui est peu connu. La Toscane offre aussi du ski alpin sur la Bétonne, et donc à moins de 2 heures de Florence. Donc il est tout à fait possible d'imaginer un voyage de 1 ou 2 jours pour découvrir Florence et puis après aller skier. Viareggio offre aussi un carnaval. À différence de Venise, le carnaval de Viareggio est c'est plus les chars qui sont, comme on peut voir sur la photo, c'est plutôt les chars qu'on vient admirer. Souvent, ils sont à thème politique, ou en tout cas sur l'actualité. Et ensuite, la Toscane a aussi une grande concentration de villes thermales. Donc j'en ai mis quelques-unes, j'ai mis quelques liens, quelques noms, mais il y en a beaucoup d'autres. Et à
À côté de chacun de ces sites naturels, il y a évidemment un établissement thermal qui offre des services aussi en hiver. Ensuite, j'ai mis la région de Rome, parce que Rome, bien sûr, donc la ville de Rome mérite un voyage en hiver, mais on sait moins qu'on peut aussi associer ce voyage à d'autres activités autour de Rome, et notamment donc les monts Simbruini qui offrent des activités sur la neige, la photo donc que vous voyez, et Subiaco qui est une petite ville toute proche de Rome, un peu plus d'une heure. Dans les monts Simbruini, on peut faire du ski de fond, sortie en raquette. Et donc là aussi, on peut encore prévoir un voyage de 2 jours à Rome et puis après 2 jours dans les monts Simbruini pour faire un peu de sport de neige. Rome, bien sûr, a des marchés de Noël dans les quartiers. Et dans le Vatican, évidemment, on fête Noël et il y a une exposition des 100 crèches du Vatican. C'est une exposition qui regroupe des crèches du monde entier. Dans la région de Rome, on peut aussi faire des vacances thermales. À Viterbe, c'est une des cités des papes qui avait été choisie comme résidence par les papes avant de venir au Vatican. Et on a tout un établissement avec piscine naturelle et une grotte naturelle dans laquelle on peut donc faire les soins, qui s'appelle les thermes des papes. Et Viterbe a aussi son marché de Noël. À Vetralla, juste à côté de Rome, un peu au nord de Rome, on a aussi disons un parc d'attractions qui s'appelle le Royaume du Père Noël, qui est construit par une famille privée. C'est un grand espace où on peut visiter. Donc, il y a évidemment la maison du Père Noël. Il y a tout un tas de stands qui proposent qui montrent des produits liés au Noël du monde entier, et un village victorien où on peut se promener. Et enfin, au sud de Rome, il y a toute une zone de petits villages médiévaux qui s'appelle i Castelli Romani. Et là aussi, ils organisent plusieurs événements pour la période de Noël. Donc on peut faire le marché de Noël de Frascati, les crèches de Nini, et tout en profitant de la gastronomie, parce que ce sont des villages qui sont très connus pour leurs spécialités, comme peut-être la porchetta, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Ensuite, on change, on va un peu plus au sud. Donc là, j'ai mis un résumé des régions du sud. Ça va de la région de Naples, la région de Matera, la Basilicate, et les Pouilles. La Calabre, on ne fait pas trop, il y a moins d'activités. Et donc, dans le sud, on arrive dans un climat plus doux. En général, alors Naples, c'est encore un peu frais. Naples, il fait les températures du sud de la France, du sud-ouest de la France. Mais une fois qu'on arrive dans la région des Pouilles, il faut penser que au plus froid, en général, on descend à 5 degrés. Donc, il fait jamais très froid. Et donc, on peut proposer encore beaucoup d'activités en extérieur, les randonnées à cheval ou vélo ou à pied. J'ai mis dans les Pouilles, en côte amalfitaine aussi, si le temps le permet, on peut encore faire de la randonnée. Le parc de la Murgia, c'est un parc naturel à côté de Matera. On peut aussi faire des excursions dans ce parc. On a évidemment de nombreux événements liés à la période de Noël, notamment le festival Luci d'Artista à Salerne. C'est là aussi tout le mois de décembre et une partie du mois de janvier, la ville de Salerne se couvre de lumière, avec des figures, des espèces de sculptures de lumière un peu partout dans la ville, et aussi une grande crèche de sable sur la plage de Salerne. À Trani, un tout petit village à côté d'Amalfi, on fait la Calata delle Stelle, c'est la photo que vous voyez, donc feu d'artifice sur un tout petit village. Trani est connu pour être le plus petit village d'Italie, parce qu'il est concentré sur 1 km². Ensuite, Naples est très connu aussi pour ses crèches et ses santons. Peut-être que certains d'entre vous savent qu'il y a une rue à Naples qui vend presque exclusivement des santons, que des magasins avec des artisans qui fabriquent des santons, et puis les marchés de Noël à Naples. Et encore dans le sud, dans les Pouilles, les villages aussi s'illuminent pour les périodes de Noël. Et donc, visiter les Alberobello et les Trulli avec leurs toits coniques complètement décorés de lumière, ça peut aussi être une activité intéressante.
aller voir la crèche vivante à Matera dans les maisons troglodytiques est une autre option. Et donc, ça c'était pour le sud. Et enfin, donc, attendez, on finit par donc la Sicile. Donc en Sicile aussi, le climat est très doux. Comme je dis, on n'est pas à l'abri de mauvais temps, mais le climat est suffisamment doux pour permettre de voyager, de profiter du beau temps, et des événements qui sont proposés en hiver. Donc là encore, on a des événements liés à la période de Noël. Donc la crèche vivante de la grotte Mangiapane, et c'est les photos que vous voyez en haut. En fait, c'est une crèche, mais aussi dans une grotte à côté de Trapani, à l'ouest de la Sicile. La grotte, la vie des campagnes de Sicile est mise en scène à nouveau. Et donc, vous voyez les artisans travailler dans cette grotte où des gens habitaient jusqu'à il y a maintenant 60-70 ans. Donc, il y a des maisons et les gens, durant la période de Noël, représentent la vie de l'époque. À Agrigent aussi, Agrigent c'est connu pour les temples, mais à Agrigent on a aussi la fête des amandiers en fleurs, en général c'est en février, une grande fête donc pour fêter l'événement. La Sicile aussi offre un certain nombre de terrains de golf. On a par exemple le Verdura Golf qui est près d'Agrigent justement, où on fait du golf en bord de mer. Donc ça peut être aussi notre idée, c'est ouvert toute l'année, donc ça peut être une proposition de voyage en hors saison. Et on peut aussi, vu que le climat est bon, faire en Sicile en hiver des activités sportives comme le VTT ou la randonnée, notamment l'est et le sud-est de la Sicile s'y prêtent bien puisqu'on a des routes assez plates avec plein de belles randonnées à faire au milieu des champs d'oliviers. Ensuite, on a à Catane, c'est une fête, une des fêtes les plus importantes en Italie, la fête de Sainte-Agathe, qui est peu connue mondialement, même si le Times cette année l'a cité. Mais c'est une fête qui dure 3 jours, où la ville entière se réunit dans la rue pour fêter la sainte protectrice de la ville. Et c'est un événement qui est assez particulier à voir avec donc tous les pèlerins, disons, qui portent des cierges, effectivement, il faudra tout bien vérifier que tout se pourra se dérouler. Enfin, tous les pèlerins qui portent leur cierge, la tradition veut que pour demander un service à Sainte Agathe, il faut porter un cierge de son propre poids. Donc, c'est des cierges assez énormes. Dernièrement, ils ont plus le droit de les allumer, mais la tradition se poursuit, et donc vous avez tous ces pèlerins habillés de blanc qui remplissent la ville de Catane, c'est la deuxième ville de Sicile, et qui portent des cierges jusqu'à 80-100 kilos. La Sicile, comme je disais avant, est aussi gros producteur d'agrumes, donc c'est une bonne période pour visiter les productions, éventuellement participer à la récolte des oranges, des citrons, mandarines. Et on peut aussi, la Sicile aussi produit beaucoup d'olives, et donc il est possible de participer à des ateliers, notamment faire du savon à base d'huile d'olive. Et enfin en Sicile, on a aussi 2 importants carnavals, surtout celui d'Acireale. Là encore, c'est plutôt les chars qu'on vient voir, même si dans les rues les gens sont déguisés, mais c'est plutôt des chars imposants qui font des défilés dans les rues. Et là aussi, en général, ils sont basés sur l'actualité politique ou actualité en général. Donc tout ça, ce sont des exemples d'activités qu'on peut faire dans toute l'Italie, enfin surtout, donc, comme je disais, de la Toscane au sud, qui permettent de proposer aux voyageurs de venir visiter les classiques de l'Italie, mais de faire aussi autre chose, puisqu'on en sent de plus en plus la demande hors des sentiers battus, sans enlever aussi le fait que il est tout à fait possible encore de se baigner en Sicile, dans les Pouilles en décembre. Bon, après, voilà, l'eau est fraîche, mais
on se baigne encore. Si les hivers sont doux, on se baigne encore en décembre ou à partir de février, on peut commencer à se baigner au-delà des baignades traditionnelles qui existent aussi un peu en France du 31 décembre ou du 1er janvier. Ensuite, donc, je voulais faire un petit point justement sur le Covid. Donc, j'ai mis cette photo parce que c'est une photo de dimanche, donc il y a 2 jours. En Italie, on doit respecter les distances aussi, comme en France, mais voilà, on a petit à petit, le retour à la normale a repris, est allé un peu plus rapidement que ce qu'on aurait dû faire, et donc surtout en été, le respect des distances devient difficile. Mais les mesures prévoient un peu les mêmes qu'en France. Donc il faut quand même que les voyageurs qui veulent venir cet été ou en hors saison soient au courant du fait qu'on a des restrictions et que les voyages doivent quand même subir certaines adaptations. Et il faut toujours bien revérifier que les règles ne sont pas modifiées et que tout est bien à jour. Donc j'ai mis les règles principales. Donc le masque est obligatoire, bien sûr, comme en France, je crois. Il n'est pas nécessaire de le porter tout le temps. Il faut toujours l'avoir sur soi. Et après, selon les régions, il est indiqué qu'il faut le mettre quand on peut devenir un danger, enfin, dans le sens où quand on s'approche des autres. Alors, c'est une règle qui est très subjective, ce qui fait qu'on voit on voit de moins en moins de gens porter des masques. Mais il faut savoir qu'en Italie, en ce moment, les règles, si elles ne sont pas respectées, portent à des amendes jusqu'à 400 €. Donc, il vaut quand même mieux porter son masque. Les gants ne sont pas toujours obligatoires. Quand ils le sont, c'est indiqué à l'entrée des sites. Pour ce qui est des sites et monuments culturels, pour les visites, pour pouvoir respecter les distances entre les visiteurs, les entrées sont maintenant limitées à beaucoup moins de visiteurs qu'avant. Et donc, ça oblige à faire des réservations en ligne. Et ça, c'est important pour tous les voyages en Italie parce que déjà, avant le Covid, il y avait certains monuments qui étaient difficiles à réserver. Je pense au Colisée, au Vatican, surtout au Colisée, où les billets se vendaient très très vite. Et donc, maintenant, il y en a encore moins. Donc, c'est des choses qu'il faut toujours bien prévoir avant d'organiser un séjour. Les distances, comme je disais, doivent être respectées. Actuellement, la distance préconisée, c'est 1 mètre. Et en ce moment, donc la réouverture date du 3 juin. Certaines régions demandent que les voyageurs procèdent alors à une inscription sur des registres de chacune de ces régions. En ce moment, il y a 3 régions qui demandent, donc la Sicile, la Basilicate et les Pouilles. C'est des choses qui peuvent changer, parce que comme je dis dans le dernier point, l'Italie a, un peu comme l'Espagne, des régions qui ont des statuts spéciaux, qui peuvent donc appliquer des règles différentes par rapport au reste de l'Italie. Ce qui complique un peu les choses, mais généralement les régions sur le site des régions publient bien les informations. Et par exemple, la Lombardie, qui a été une des régions les plus touchées, est la seule région où le masque est obligatoire tout le temps. Jusqu'à, en tout cas, nouvel ordre. Ensuite, donc j'ai mis les quelques règles qui sont appliquées en ce moment, les protocoles prévus pour ce qui est hôtel et transport, pour pouvoir aussi rassurer les voyageurs. Donc tout ce qui est hôtel doivent suivre un protocole de sanification des pièces, aussi bien sûr limiter les regroupements, ce qui fait que tous les repas, surtout les petits déjeuners, puisque presque tous les hôtels fournissent le petit déjeuner, doivent être servis maintenant. Les buffets ne sont plus autorisés, les repas sont servis à table. Dans certains cas, les hôtels ou les structures un peu plus petites doivent organiser des tours puisqu'ils ne peuvent pas accueillir tout le monde en même temps.
Mais les protocoles ont été communiqués, donc les structures s'adaptent. Nous, comme agence, on vérifie auprès de chacun de nos hôtels que les mesures sont bien appliquées. Dans les hôtels un peu plus grands, les parcours entrée-sortie doivent être prévus pour que les gens n'aient pas à se croiser. Et dans les hôtels, en tout cas dans les parties communes, il faut toujours avoir le masque et ses gants, même si on n'est pas toujours obligé de les porter. Dans les transports, aussi bien publics que privés, les distances doivent être respectées, ce qui fait que dans les transports publics, il y a beaucoup moins de place. Certaines villes, certaines compagnies de bus, métro s'organisent pour qu'on puisse réserver sa place depuis le smartphone. Pour ce qui est des transports privés, évidemment, ça veut dire qu'il moins de passagers peuvent être transportés dans un seul véhicule et donc probablement il y aura une augmentation de coûts au niveau des transports privés. Et enfin, pour les transports aussi bien publics que privés, le protocole prévoit qu'ils soient régulièrement hygiénisés, chacun avec des méthodes différentes, mais pour les transports privés, entre chaque voyage, entre chaque passager, les véhicules doivent être hygiénisés. Et donc ça, c'est pour les principales catégories de fournisseurs. Après, pour tout ce qui est guide, excursion, les règles prévoient le masque et la distance, comme un peu partout, je pense. Donc, voilà, donc ça, c'était les points que j'avais prévus. Et pour promouvoir donc l'Italie en hors saison. Et donc c'est ici que je m'arrête. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez d'autres renseignements, donc je suis à disposition. Alors en hors saison, on a effectivement je lis la question. Donc certains hébergements sont-ils fermés en hors saison? Donc effectivement, dans certaines régions, surtout les régions qui sont habituées au tourisme été, on trouve moins d'hébergements. Ça ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas, sauf si, alors par exemple, si on prend des endroits comme Capri, il devient difficile de trouver un hébergement à Capri, c'est beaucoup fermé, les îles éoliennes, mais voilà, ça reste des endroits qui sont plutôt isolés ou les plus compliqués donc de faire du tourisme quand en hiver on risque de pas avoir de connexion. Mais sinon, en général, les hébergements, même si moins d'options sont ouverts en hors saison, les tarifs sont en général évidemment inférieurs. Donc, est-ce que je renvoie le résumé après? Oui, bien sûr. Et je pense que je peux envoyer la présentation aussi. Alors, est-ce qu'il y a réellement moins de monde à Rome ou Venise? Oui, il y a réellement moins de monde. Venise, même beaucoup moins, parce que Venise a quand même le problème aussi de la montée des eaux. Je ne sais pas trop comment on dit en français, je ne me souviens plus. Ce qui fait que, surtout, vous avez dû bien voir les informations en hiver dernier. Venise a souvent été inondée. Donc oui, Venise, il y a nettement moins de monde. Il est possible de visiter Venise, les hôtels sont ouverts, les monuments aussi. Rome, pareil, il y a quand même moins de monde. Il faut savoir, dans les grandes villes en Italie, c'est que la haute saison pour des villes comme Rome, Venise, c'est plutôt le printemps et l'automne. L'été déjà fait partie déjà un petit peu de la moyenne saison. Et disons qu'il y a
pas de vraie basse saison ou hors saison, mais il y a effectivement moins de monde à Rome, Venise, Milan en hiver. Alors, voyage éco-responsable, plus vert, plus engagé, avez-vous des circuits dans l'esprit slow travel? Alors, nos voyages en général, les voyages que nous on crée, on choisit toujours d'être le plus responsable possible, dans le sens où on évite, on ne travaille pas avec les grandes chaînes d'hôtels. On choisit toujours des hôtels locaux, si possible, assez qui respectent aussi l'environnement. On essaie de remplacer le plus souvent nos hôtels par des hôtels qui ont des labels écologiques. Pour les activités, là aussi, on essaie de proposer de plus en plus d'activités qui soient liées à la nature, au développement de développement local, à découvrir des activités dans des petits villages. La difficulté qu'on a pour ce type de voyage, c'est que ces activités sont rarement proposées en français. Donc, on essaie toujours quand même d'inclure le plus possible de ces activités, comme par exemple le laboratoire dont je parlais du savon, même la récolte des oranges. C'est toujours des choses qu'on propose chez les petits producteurs. Mais il y a la difficulté de la langue dans de nombreux cas. Après, pour ce qui est encore du slow travel, l'Italie développe de plus en plus le réseau de trains, qui jusqu'ici était très en retard. Les trains sont très lents. Et maintenant, depuis peu, on a une ligne de train qui relie le nord au sud en 8 heures. Donc évidemment, par rapport au train français, ça semble long, mais c'est plus rapide pour nous. Il y a aussi un bon réseau de bus pour éviter les avions entre régions. Bon, moi, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Merci Marianne, en tout cas, pour cette présentation. Ben, merci à tous d'être venus. Merci à tous d'avoir participé. Le support de la présentation ainsi que le replay sera envoyé par Marianne sur vos mails. Donc ne vous inquiétez pas avec ça. Et puis merci à tous. On vous souhaite une excellente journée. Merci Marianne et puis à bientôt. Merci à tous et merci Aurélie. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.